Il est des aventures qu'on voudrait qu'elles ne s'achèvent jamais, des moments qu'on souhaiterait éternels, des amitiés qu'on prierait pour durer toute une vie. Mais un sage a dit un jour, toutes bonnes choses ont une fin. Alors préparez vos mouchoirs, car aujourd'hui ce n'est pas un adieu que nous devrons prononcer, mais de multiples. Après avoir tant chevauché, tant guerroyé, rigolé, pleuré avec nos compagnons, il est temps de les quitter une bonne fois pour toutes. Quant à nous, l'heure des adieux n'est pas encore venue, rassurez-vous. Alors gardons en tête et dans le cœur ce qui reste. Profitons des derniers moments de notre propre compagnie. FX Julien, comment allez-vous ? Je suis partagé entre le plaisir de cette délicieuse couque au chocolat et la tristesse de vous quitter. Non, mais on ne se quitte pas, t'as mal écouté. Si, mais On a encore des chapitres après. encore 4 chapitres. Oui, parce que vous ne le savez pas, mais nous sommes, il est actuellement à peu près 10h du matin, on s'est retrouvés de bonne matinée aujourd'hui. On se réveille, Julien nous a fait le plaisir de nous apporter des pains au chocolat, comme on dit en Belgique, et non Tu en perds ton français. des chocolatines comme peut-être une certaine Comme on partie dit en des Belgique, des auditeurs. cooks, mon ami. Alors ça c'est bruxellois, les cooks, mais Oui, en c'est vrai qu'à général Liège et on dit, Namur, ce n'est déjà pas pareil. ce sont des pains au chocolat. Mais ça va, sinon, ça va très bien, ma foi. Un peu fatigué, j'ai envie de dire, mais... Comme toujours, FX. Bah oui, on est tout le temps fatigué. Voilà. Et ouais, on va se lancer dans ce magnifique chapitre. Un chapitre triste, doux amer, où finalement les choses sont résolues. Enfin, quoique, nous allons voir que peut-être nous aurons des rencontres un peu intéressantes, fortuites, et des rencontres auxquelles on ne s'attendrait pas. Bien sûr, bien sûr. On en reparlera plus tard, parce que j'aurai des exemples concrets plus tard, mais je trouve quand même que c'est des chapitres assez drôles, dans le sens où on est un peu dans cette espèce de prologue déjà, Ouais, même si on déjà. va revenir dans l'histoire, et il y a un côté très... je vois tout un peu au ralenti, tout le Ouais. monde est en mode câlin, tout le monde est en mode oh, vraiment il y a tellement de répliques qui sont un peu en mode j'en reparlerai plus tard, mais il y a déjà, c'est presque du fan service Ouais, à ouais. l'intérieur du livre même, mais en même temps c'est super chouette donc. On peut sentir presque que Tolkien a du mal à laisser partir ses personnages, à conclure. C'est vrai qu'après la destruction de l'anneau, bon après il y a le couronnement du roi, mais c'est vrai qu'on a la sensation que c'est une conclusion étirée quoi. Ouais, Ça prend du temps alors que... Et c'est super chouette pour l'histoire, Oui. pour nous d'avoir un peu plus Évidemment. d'infos, clairement. Mais oui, et en même temps, je sais plus ce que j'allais dire maintenant, j'ai perdu mon idée, mais c'est très chevaleresque malgré tout. Donc il y a Oui. ce côté très... évidemment c'est un peu drôle parce qu'il y a des petits moments, pas too much, mais presque. Et en même temps c'est clairement très chevaleresque et très classe, donc voilà quoi. Eh bien écoutez, sans plus attendre, nous allons commencer ce chapitre. Avant toute chose, je remercie évidemment, comme toujours, nos auditeurs et auditrices fidèles, tous les messages que nous envoyez, merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions, à nous envoyer des messages. On fait autant que faire se peut notre possible pour répondre à tout le monde. Et puis merci évidemment à tous nos tipeurs. Et puis voilà, sans plus attendre, les amis, je vous propose de partir dans ce nouveau chapitre. Chapitre 16, nombreuses séparations. La reine Arwen chante un chant de Valinor pendant que l'arbre à côté d'elle grandit et fleurit. Frodon se rend auprès d'Aragorn pour lui demander l'autorisation de rentrer auprès de Bilbon. Ce à quoi le roi répond qu'il sera toujours le bienvenu dans le pays de l'Ouest et qu'il a ici un grand renom. Bon, ça n'a pas trop de rapport, mais tant pis. Mais Frodon s'étonne que Bilbon n'ait pas venu avec la compagnie d'Elrond. « Vous en étonnez-vous » demande Arwen. « Vous connaissez le pouvoir de cet objet qui est maintenant détruit, et tout ce qui a été fait par ce pouvoir est en train de disparaître. Mais votre parent a possédé cet objet plus longtemps que vous. Il ne veut plus faire aucun long voyage, hormis un seul. » Petit fast-forward vers le destin de nos deux hobbits. Tout à fait. Il faudra malgré tout à Frodon attendre quelque temps pour rentrer car Aragorn viendra avec lui. Ils se rendront ensemble au Rohan pour ramener la dépouille du roi Théoden. « Et vous chevaucherez avec honneur et tout l'apparat des princes du pays, lui dit-il. Et c'est ensuite à Arwen de lui proposer un cadeau. « Je vais vous faire un présent, car je suis la fille d'Elrond. Je ne vais pas l'accompagner quand il partira pour les Havres. Mon choix est en effet celui de Luthien, et j'ai choisi comme elle en même temps le Doubs et la mer. Mais vous partirez à ma place, porteur de l'anneau, le moment venu, et si,
tel est votre désir. Si vos blessures vous font encore souffrir, et si le souvenir de votre fardeau est lourd, vous pourrez passer à l'ouest jusqu'à la guérison de vos maux et de votre lassitude. Mais portez ceci maintenant en mémoire de pierres elfiques et d'étoiles du soir, avec lesquelles votre vie a été entrelacée. Et elle lui offre une petite gemme blanche attachée à une chaîne. C'est rigolo, cette gemme blanche, ça me fait penser finalement à ce qui a remplacé la pierre et les sards dans les films. Eh ben, j'allais y venir. Alors, j'ai fait mes recherches. Il y a beaucoup de gens sur l'internet qui se trompent, à mon sens, en disant que c'est justement la pierre Elessar. Ouais. Non, c'est pas ça. Ce qui n'est donc elle dit Elfstone, Elessar, la fameuse pierre qui a été donnée à Aragorn. Et puis on sait qu'il la garde, on la verra plus tard. Clairement, il la garde. Donc, on pense que c'est tout simplement une autre petite pierre, un autre petit bijou sur lequel en fait aurait été basée la pierre qui est donnée à Aragorn dans les films, justement. Mais comme vous le savez, la pierre Elessar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait déjà parlé, il y a deux théories. Une comme quoi, je vais faire un petit... Oui, il y a eu deux pierres Elessar en fait. Il y en a une qui a été perdue avec Erendil, puis une qui a été refaite à l'image de celle qu'Erendil avait gardée sur lui et qui a été donnée à Galadriel. Voilà, donc en gros, dans les deux théories, elles reviennent en Terre du Milieu. Hein. Donc il y en a une qui aurait été faite par l'elfe Enerdil à Gondolin, qui a été ramenée par Erendil, et ce serait Gandalf qui l'aurait ramenée pour la donner à Galadriel en lui prophétisant que ce n'était pas elle qui devait garder cette pierre, et du coup en gros qu'elle devrait redescendre à Aragorn via... Arwen en fait, elle la donne à Arwen et puis Arwen la donnera à Aragorn. Ça, via sa fille Celebrian, c'est ça, et puis Arwen. Il y a une autre théorie qui serait que en fait Celebrimbor étant amoureux de Galadriel aurait reforgé la pierre à l'identique, donc ce serait pas Gandalf qui l'aurait ramenée, il aurait reforgé la pierre, et même chose, elle serait arrivée via Celebrian et Arwen jusqu'à Elessar et jusqu'à Aragorn pour qu'il devienne Elessar. Tout ça pour dire que ce ne sont pas les mêmes pierres. Et on parle ici de... Donc ça, c'est dit Elfstar. Dit Elfstone, pardon. Ouais, c'est ça. Elessar en anglais, c'est Elfstone. Et ici, on parle de Evenstar, un bijou en argent qui aurait été donné donc à Frodon par Arwen et qui aurait donc inspiré la pierre dans les films. Donc, oui, c'est le nom que porte la pierre dans les films. Je le sais juste parce que dans la soundtrack du film du Seigneur des Anneaux, tu as un morceau qui s'appelle Evenstar et c'est le moment où Arwen et Aragorn sont ensemble et qu'elle lui donne le bijou. Ouais. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont nommé dans le film. Ils ont un peu fait une transposition. Encore une fois, marrant, assez étrange parce que Elessar est utilisé dans le film. Sauron appelle Aragorn Elessar à un moment, mais il n'a pas voulu utiliser cette pierre pour, à mon avis, pas rentrer dans trop d'histoires. Mais du coup, c'est curieux. C'est encore une fois curieux. Ouais, c'est marrant d'avoir merge ces deux trucs ensemble. Je comprends pas trop pourquoi. En plus, Elessar, dans le film, Elessar, c'est une pierre verte. Du coup, c'est une sorte d'oiseau vert. Et dans le film, ils l'ont un peu c'est marrant, ils ont fait des transpositions dans des transpositions avec l'anneau de Barahir, l'anneau qu'a Aragorn, qui a une pierre verte dans le film. Mais l'anneau de Barahir, c'est autre chose. L'anneau de Barahir, on l'avait expliqué, ça descend de Beren, etc. T'es sûr qu'elle a une pierre verte, c'est pas une pierre rouge, c'est les deux serpents, ça? Ouais, c'est ça, c'est vert. Ah ouais, moi je suis sûr qu'il disent avec une pierre rouge. 100% c'est vert. Ok. Dans les films. Oui, dans les films. Et Elessar, c'est vert normalement. C'est ça ta question, c'est par rapport à Elessar? Non, l'anneau de Barahir. Ah oui, c'est vert. Oui, tu as raison. J'ai une photo ici. Et en fait, la pierre Elessar, c'est aussi une pierre verte. C'est une pierre avec un oiseau représenté, avec un joyau vert. Ouais. Et c'est marrant parce qu'ils ont mélangé ça dans l'anneau de Barahir. Et puis en plus, ce qui est censé être le symbole d'Aragorn, cette pierre Elessar, ils en ont fait... le truc que donne Arwen à Frodon, c'est vraiment étrange. Ouais, il y a vraiment des cross-contamination, j'ai envie de dire. C'est quand même... Pourquoi? Ça aurait pu être plus simple, mais bon. Je suppose que sur le moment, il y avait des bonnes raisons pour une trilogie aussi bien faite. Oui, pardonnons Jackson. C'est parce qu'il voulait faire une origin story sur Barahir à la base, et qu'il trouvait que le vert, ça irait bien. Et évidemment aussi dans la phrase, mais portez ceci maintenant en mémoire de pierre elfique et d'étoile du soir, pierre elfique étant Aragorn et étoile du soir étant Arwen, ce sont un peu leurs petits surnoms qu'ils se donnent au coin de l'oreiller, je suppose. Et alors intéressant aussi, mais vous partirez à ma place, porteur de l'anneau, si vos blessures vous font encore souffrir et si le souvenir de votre fardeau est lourd, vous passerez à l'ouest jusqu'à la guérison de vos maux et de votre lassitude.
il y a dans cette phrase une prophétisation du fait que, en tout cas, une invitation à revenir, j'ai l'impression. De dire, Ouais, voilà, en ça fait, m'a aussi, si t'es plus mal, si t'es plus en gueule de bois au bout de 3 semaines, tu peux revenir. Non, mais enfin, Ouais, tu vois. c'est vrai. Oui, ça m'a aussi fait tilter. Alors, on sait pas trop le destin de Frodon après le fait qu'il parte. Peut-être qu'il est revenu, j'en sais rien. Ouais, c'est ça que. Il est revenu. C'est lui qui est sorti du tombeau, tel Lazare, avec des trous dans ses paumes de main. Il est revenu après 3 jours, et voilà. Non, c'est vrai, c'est curieux, je me demande. Bon, après, moi, c'est toujours la grande question. On sait qu'à la fin des temps, les hommes seront ramenés pour accomplir l'apocalypse. C'est pas les elfes. Est-ce que les hobbits seront repris? Je pense, puisque c'est une sorte de descendance des hommes. Les Ouais, hobbits. clairement. Donc, Ouais. est-ce que s'il reste chez les elfes, il pourra aussi revenir pour accomplir la... C'est ce que je me La demandais, que ce soit lui, Bilbon, ou Ouais. il y a Erendil aussi en tant que demi-elfe. J'ai l'impression qu'il faut Quelques mourir pour pouvoir personnes. revenir, tu vois. Ouais. Mais du coup, là, je suppose qu'il y a une espèce de foreshadowing du fait que techniquement, Frodon revient en Terre du Ouais. Milieu après. Parce qu'on a quand même l'histoire de beaucoup de hobbits plus tard, hein, je pense. Ouais, On a ouais. les infos sur la mort de Sam, la mort de Les enfants Pipin de et de Sam, Merry, etc. etc. Bah, Sam qui va partir également, et on a Merry et Pipin qui, eux, vont être de grands seigneurs de la comté et vont être enterrés aux côtés d'Aragorn. Sam, on n'est pas sûr. C'est effectivement... en fait, il part... Une fois que sa femme est morte, il est dit, hein, c'est à la fin du 3e livre, tu sais, t'as les dates, la chronologie les appendices, d'après. hein. Ouais. Et c'est même pas les impadices, même pas les impadices, c'est la chronologie d'après. Et il est dit qu'il part après la mort de sa femme, après avoir été je sais pas combien de fois maire de la comté. C'est absolument scandaleux. Évidemment, les élections truquées, on le sait. Élu à 99%, Oui, tout de c'est ça. même. C'est toujours le mec qui a détruit l'anneau, entre guillemets. Hein. Surtout qu'il y a un On sait moment- pas si c'est vrai en plus cette histoire. Il y a un moment où il est élu maire, et puis il part 1 an vivre en Gondor. Du coup, il y a un maire de substitution qui lui est donné, c'est marqué. C'est génial. Et puis il revient et il est réélu maire. Tu vois. Genre, le gars, ça va. Hein. Il est même pas présent, tu vois. Bon, Bon, il y a certains présidents des pays d'Afrique qui font la même chose, sauf que eux, pendant tout leur mandat, ils sont pas là. c'est vrai. Non, mais Je du sais coup. plus quel pays c'est où le gars il vit en Suisse dans un hôtel et Ah ouais. il dirige, il préside son pays depuis un hôtel suisse. C'est incroyable, C'est un c'est gros génial. scandale. Ouais, ils ont trouvé. Mais du coup, pour revenir à Sam, il est dit que à la mort de sa femme, eh ben, il part vers l'ouest on ne l'aperçoit plus. Et les rumeurs disent qu'il a rejoint Frodon. On ne sait pas. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Alors qu'en fait, il est mort dans le bois d'à côté, C'est ça, en cherchant des champignons. Il a trébuché. Non, il a rejoint Il les a elfes. rejoint les elfes. On n'irait pas chercher quand même? Non. Il est tombé dans un fleuve, il a coulé au fond, jusqu'à ce que par hasard, il prit au piège un nouveau porteur. À mon avis, il y a des histoires d'héritage là-dedans. Hein. Ouais. On n'irait pas chercher papy? Non. Qui prend la maison Et Dieu du sait fond qu'il a du eu beaucoup cul-de-sac? d'enfants. Ouais, il en a eu quelques-uns. Après quelques années en tant que maire, je suppose que il devait être bien notre petit jardinier. Mais ce qui est important, juste de repréciser aussi par rapport au film, je trouve que c'est quand même une notion non anecdotique, c'est le fait que, en tout cas en apparence, Arwen laisse le choix à Frodon de partir. Il n'est pas dit qu'il va partir à l'ouest, même si visiblement c'est son destin, car il a des visions de la mer et d'une grande mélancolie depuis le début de l'aventure. Et aussi que Arwen lui donne sa place. C'est pas donné en fait de base que tous les porteurs de l'anneau ont une place. C'est Arwen qui lui donne la sienne. Ouais. Et d'ailleurs, si on pense comme ça, qui donnerait sa place pour que Bilbon puisse partir? Ça, c'est une autre question aussi. Et du coup, je reviens avant qu'on donne une réponse ici, parce que il est aussi prophétisé ici dans le début de ce chapitre que Bilbon va partir, en tout cas pour un dernier voyage. Nous, on se doute bien que c'est pour l'Ouest aussi. Il ne veut plus faire aucun long voyage, hormis un seul. Donc on a aussi le petit hint au fait qu'il va partir. Mais si on réfléchit, comme tu viens de le dire, qui donnerait sa place à Bilbon? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Ah non, je sais pas. Ou est-ce que lui, il a été accepté par les Lui a Valar? été- Il a tout de même possédé l'anneau plus longtemps. Ouais. Est-ce que Gollum aurait eu une place? Mais Gollum a une place. Il a Dans une nos place cœurs. dans nos cœurs en tout cas. Ce qui est amusant aussi de noter, c'est la symbolique qui est fort proche de celle de la mort dans la mythologie grecque, où pour aller dans le monde des morts, tu devais donner une pièce d'or au passeur, et c'est pour ça qu'on mettait des pièces sur les yeux des morts pour qu'ils puissent payer le passeur, dont j'oublie le nom à l'instant, lorsqu'il passait le Styx. Il y a un peu de ça aussi avec Arwen qui donne
un token, pour aller une petite piécette à Frodon pour qu'il ait comme traverser son aussi ticket pour de pouvoir l'eau, passer de l'autre côté. Parce qu'au final, c'est un peu ça, le dernier voyage de Bilbon aussi, c'est sa mort, Frodon aussi d'une certaine façon. Ouais. Oui, Bilbon devrait survivre. Il devrait. S'il arrive en Valinor, il devrait survivre éternellement, malgré sa vieillesse. Donc, Oui, mais est-ce que Valinor n'est pas une forme de paradis ce serait il y a la mort, c'est horrible. Bah oui, Plutôt pour l'après. Et enfin, 3 jours plus tard, arrive Éomer avec une Éored des plus beaux chevaliers de la marche. Il s'installe à la table des festins dans le Meretonde, la grande salle des fêtes de Minas Tirith, et ne peut s'empêcher d'observer ces dames à la beauté immense, et il fait appeler Gimli. « Avez-vous votre hache toute prête, Gimli, fils de Glóin ?»« Non, seigneur, mais je peux rapidement l'acquérir s'il en est besoin. » »« Vous serez juge. Car il reste entre nous certaines paroles inconsidérées au sujet de la dame de la forêt d'or, et maintenant je l'ai vue de mes yeux. »« Eh bien, seigneur, qu'en dites-vous à présent ? » ?»« Hélas, je ne vous accorderai pas qu'elle soit la plus belle au monde. » »« Dans ce cas, il me faut aller chercher ma hache. » »« Mais, attendez, j'invoquerai cette excuse. Si je l'avais vue en toute autre compagnie, j'aurais dit tout ce que vous pourriez désirer. Mais à présent, je placerai la reine Arwen, étoile du soir, avant elle. Et je suis prêt à me battre pour ma part avec quiconque me contredira. Dois-je demander mon épée ? » Et Gimli s'incline alors profondément. Enfin arrive le jour du départ et les rois de Rohan et de Gondor se rendent au tombeau de Rath-Dinen. Ils emportent le roi Théoden sur une civière dorée et la déposent sur un grand chariot, entouré de cavaliers de Rohan et précédé de sa bannière. Et Merry, en tant qu'écuyer de Théoden, est sur le chariot et garde les armes du roi. Les autres voyagent sur des montures appropriées. Frodon et Sam chevauchent à côté d'Aragorn, Gandalf monte Grippoil, Pipin va avec les cavaliers de Gondor, et Legolas et Gimli sont comme toujours ensemble sur Harrod. C'est super mignon, mais je ne peux m'empêcher de voir ce petit moment un peu gênant de Gimli qui s'accroche à Tide. Allez, on avance. C'est joli. La reine Arwen fait également partie du voyage, ainsi que Celeborn et Galadriel avec les leurs, Elrond et ses fils, le prince de Dol Amroth et d'Ithilien, ainsi que de nombreux capitaines et chevaliers. À la forêt grise, sous la Mondine, ils entendent des tambours battant dans la colline. Aragorn fait alors sonner des trompettes et des héros crient. « Voyez, le roi Elessar est venu. Il donne la forêt de Druadan à Gan-Burigan et aux siens, en propriété personnelle à jamais. Et que dorénavant aucun homme n'y pénètre sans leur permission. » Il y a alors un puissant roulement de tambour, suivi du silence. Donc voilà, notre cher Aragorn a respecté sa partie du contrat. Ouais. Il donne la forêt aux Druadan. Ouais, on se souvient C'était la promesse surtout de Théoden et de ses hommes. Oui, c'est vrai. Ouais. Que Aragorn vient sceller, vient en tout cas confirmer. Respecter les paroles de Théoden lorsqu'il était passé avec les troupes du Rohan juste avant d'arriver à Minas Tirith pour venir sauver la cité. Donc on se rappelle la forêt de Druadan et Gan-Gurigan, c'est ces petits hommes assez je sais plus comment ils étaient décrits, mais qui ressemblaient à ces fameuses statues qui ils étaient d'une forte stature, un peu plus petits, assez sombres de peau, trapus, et c'était exactement ceux qui étaient statufiés d'une certaine manière sur le chemin de Dunaro pour monter sur le haut plateau. Et on se demandait d'ailleurs si les statues qu'on voyait sur le chemin n'étaient pas justement des Druadan qui se seraient transformés en statues, car il est fait mention à plusieurs moments du fait que lorsqu'ils sont immobiles, on pourrait presque les prendre pour des statues, et que c'était d'ailleurs arrivé à un roi qui avait pris le chemin à Dunaro qui l'amenait jusqu'au chemin des morts, qu'il avait croisé ce qu'il pensait être un roc ou une statue sur le côté du chemin, et qui en fait avait parlé, et il s'agissait d'un Druadan, donc la confusion était possible. C'était un Druadan ou c'était un des hommes du village derrière, près de la pierre d'Erech ? C'était pas précisé. Ouais, j'imagine. C'était un vieil homme. Ils arrivent à Edoras après 15 jours. La salle dorée est tendue de belles tapisseries et là a lieu le plus beau festin qu'elle ait jamais connu depuis sa construction. 3 jours plus tard, on posa le corps de Théoden dans son tombeau de pierre avec ses armes et nombreux autres biens qu'il possédait. Par-dessus est érigé un tertre couvert de gazon vert et de noublions blancs, le 8e sur le côté oriental du champ des Galgal. Il y a ensuite un défilé des chants, dont le dernier jamais composé par son ménestrel, le ménestrel du roi Théoden, qui en gros ne composera plus jamais
de chansons après celle qui vient de composer là. Du coup, c'est assez beau. Voilà, j'étais le ménestrel du roi. Il est parti. Mon duty est terminé. Maintenant, il va faire jouer son statut d'artiste et toucher ses rentes à vie. Le corps de Helm résonne dans les montagnes jusqu'à ce que l'obscurité tombe et que le roi Théoden se lève pour traverser à cheval l'ombre jusqu'au feu et mourir en splendeur. Hors du doute, hors des ténèbres, vers le lever du jour, il chevauche, chantant dans le soleil et l'épée hors du fourreau. Il ranime l'espoir, et dans l'espoir il finit, au-dessus de la mort, au-dessus de la peur, au-dessus du destin élevé, hors de la ruine, hors de la vie, vers une durable gloire. Mais Merry, lui, pleure, et quand le chant est achevé, il se lève et crie « Théoden roi, adieu. Vous fûtes pour moi comme un père pour un bref temps. Adieu. » Vient ensuite un nouveau festin, où les ménestrels énumèrent tous les noms des seigneurs de la marche. Depuis Éor le jeune, Brégon, constructeur de la salle, Aldor, frère de Baldor l'infortuné, Fria, Freawin, Goldwyn, Déar, Gram et Helm qui demeura caché dans le gouffre de Helm quand la marche fut envahie. Et ainsi, les 9 tertres du côté occidental sont terminés car à cette époque, la lignée est interrompue. Ensuite, les tertres du côté oriental ont suivi. Frealaf, fils, sœur de Helm, Léofa, Walda, Folka, Folquin, Fengal, Tengel et enfin Théoden. À ce nom, Éomer vit d'une coupe amenée par Éowyn selon les traditions. Et tous boivent et crient au nouveau roi. Vive Éomer, roi de la marche. Ouf, intense voilà. la journée pour Mais oui, un premier adieu. Aedoras là. Un premier adieu, pour le coup, un bel adieu. Ouais. Et une nouvelle coronation, parce qu'on a comme un missile, une espèce de Ouais, c'est vrai, de principe passation. de passation pour Éomer, assez... Officiellement le roi. Ouais. Et hâte de voir cette histoire de Helm qui va bientôt sortir au cinéma. C'est en vrai 2024 que c'était Je crois que attendu. c'est 2024. Ouais, Film je pense. d'animation, pour rappel, qui sera fait prochainement, je ne sais plus par quel producteur, et qui aura en tout cas la participation, on ne sait pas à quel niveau, mais de Peter Jackson, je pense. Ah Donc, ouais. Et en la tant que- voix d'Éowyn en narration. Ah, La voix de Miranda Oh. Otto, tout à fait, comme narratrice. Nice, ouais. Donc voilà, on croise les doigts pour avoir au moins quelque chose de passable. Mais j'ai regardé le en scénario, est là. apparemment ils sont assez fidèles à Ça, l'histoire de Helm, donc c'est chouette. Et Ça ce qui est va être bon bien. aussi, c'est que c'est une histoire qui est assez reculée dans le temps pour ne pas avoir de fausses connexions. Bon, après, on se disait ça pour la série Amazon et nous, on a été déçus. Ne revenons pas sur la Au série. moins- Non, mais en Non. tout cas, c'est quelque chose d'assez isolé, je veux dire, des grands enjeux de l'anneau et qui est un peu plus localisé. Donc, potentiellement, il y a moyen de faire une histoire plus ciblée, plus centrée sur des personnages et une communauté. Ouais. Et que ce soit moins rattaché aux grands enjeux de l'anneau, de Sauron, etc. Non, mais surtout, ce qui est intéressant et ce qui est bien, c'est que c'est une histoire de la Terre du Milieu qui existe. Et en Enfin, plus, oui. Ouais, c'est donc, ça, en ouais. fait, tu peux pas trop te tromper. Enfin, en Ouais, fait, mais le problème, c'est qu'on a... On s'est déjà dit ça par le passé. On s'est déjà dit ça par le Bah passé. non, parce que justement, on sait bien qu'Amazon, ils ont fait leur propre histoire. On savait qu'ils allaient faire Oui, leur c'est propre vrai histoire. qu'ils ont pris une partie de l'histoire volontairement Alors floue que- pour pouvoir un peu faire ce qu'ils voulaient. Alors que là, c'est clairement stipulé que c'est l'histoire de Helm, point marteau, qui est une histoire qui existe. Et donc, bah, Et alors, j'ai pas encore vu la série, mais on a cette série Avatar qui est sortie là, enfin qui va sortir bientôt, la série live action sur Netflix, ah ouais. Avatar, le dernier maître de l'air. Et les images, en tout cas, on avait fait la réflexion avec des amis, les images ont l'air très fidèles. Et ça donne un peu espoir dans une espèce de volonté de certaines personnes de l'industrie, en tout cas aux États-Unis, Mm. de vouloir enfin écouter les gens et les reproches des gens, et peut-être C'est vrai. de rester fidèle aux œuvres un petit peu plus, en tout cas quand les personnes ont des bonnes intentions. C'est vrai qu'il y a eu One Piece. Alors moi, je ne connais pas du tout One Il Piece. y a eu One mais, Piece aussi, ouais. Je sais que les fans de One Piece, enfin en tout cas ceux que je connais, étaient plutôt convaincus par l'adaptation. Donc ça, c'est assez étonnant, c'est rare. Donc ouais, c'est vrai, peut-être. Ouais. Peut-être allons-nous être bénis. Croisons les doigts, oui, maintenant, c'est ça. Et oui, et ici aussi, toute l'énumération des noms. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la lignée a été déjà interrompue par le passé, comme en fait elle est interrompue à l'instant. Ouais. Enfin, en tout cas, la lignée des fils. Enfin, ouais, c'est ça. Du coup, c'est. En gros, c'est la descendance, et puis tout d'un coup, il n'y a pas de descendance, et on passe exactement de la même façon ici à Ouais, c'est ça. Fréalas, fils sœur de Helm. Donc c'est son neveu. C'est ça, donc c'est son neveu, comme Ouais. dans ce cas présent, quoi. Et voilà, donc et il change du coup les endroits où ils sont enterrés, Ouais. là on sent enterrer les rois, quoi, en Mhm. fonction de si tu viens d'une descendance ou l'autre, quoi.
Et attention, parce que les bonnes nouvelles et les annonces et toutes ces choses-là ne sont pas finies, car à la fin du festin, Éomer se lève et dit « Je vais annoncer une nouvelle joyeuse. Faramir, intendant de Gondor et prince d'Ithilien, demande pour épouse Éowyn, dame de Rohan, et elle lui accorde sa main de grand cœur. » Il a donc réussi à lui faire fondre le gel qu'il y avait dans son cœur. Exactement. Et il ne notre se cher sentira plus Faramir. jamais dans une cage avec lui. Mais là, on va avoir un petit Aragorn qui prend la parole. Ah oui. Aragorn jaloux. Vous n'êtes Je m'y oppose. Vous n'êtes certes pas ladre, Éomer, de donner ainsi au Gondor la plus belle chose de votre royaume. Éowyn, regardant alors Aragorn dans les yeux, lui dit « Souhaitez-moi la joie, mon suzerain et guérisseur. » Et il répond « Je t'ai souhaité la joie dès le premier jour où je t'ai vu. C'est une guérison pour mon cœur de te voir maintenant dans la félicité. » Et là, il y a Arwen derrière. J'avoue que ça fait un Oh, peu espèce lourd. de revenge. Oui, oui, c'est horrible. C'est un peu. Je vais te garder encore un peu à mon crochet. Ouais, c'est ça, C'est exactement. vraiment- Ah, tu sais, on aurait pu être bien ensemble. Hein. Finalement. Mais bon. Ouais, Mais je vois trop le passage bizarre d'Arwen qui est là en mode avec son verre, Oui, c'est- qui grince des dents avec l'autre qui est fait de à la côté musique de dessus, Faramir et il fait des petits bisous à Faramir en regardant Aragorn du coin de l'œil comme ça. On va se marier, on va se marier. Je sais pas, il y a un truc trop gênant à la table, tu vois. Et oui, qui fait Eh oui, je vais me marier avec Faramir. Je l'aime. Mais encore une fois, au final, c'est chevaleresque, mais Oui, oui, oui. quand c'est pas joué devant nous avec cette beauté dans les paroles, parce qu'il y a de la beauté dans les paroles, mais quand on peut le lire et qu'on peut s'imaginer un peu ce qu'on veut, Oui, oui. ce qui saute aux yeux en le lisant, j'ai l'impression que c'est... le premier truc qui saute aux yeux, c'est un peu ce côté... Mais en fait, il est sûrement très sincère et donc ces mots sont dits en premier Bien degré sûr, en bien disant sûr. Je suis vraiment heureux pour vous. Et puis en fait, il lui avait dit son destin n'était pas d'être avec elle. Mais c'est vrai que quand tu le lis comme ça, c'est vraiment de Ah, Homer, eh ben dis donc, on donne la plus belle chose à quelqu'un d'autre. Oui, surtout, on la donne au Gondor. Ouais, le c'est Gondor, c'est lui, tu vois. Ouais, Donc, ouais. vous n'êtes pas ladre de donner L'État, ainsi au c'est Gondor. moi. C'est ça, de donner au Gondor la plus belle chose de votre royaume. Alors C'est un moyen Faramir, de- pour votre première mission, vous allez nettoyer Minas Morgul. Quant à vous, Éowyn, vous pouvez rester dans nos quartiers. Vous êtes invité à Minas Tirith. Comment ça? Attendez là. Arwen, tu n'avais pas dit que tu allais accompagner ton père pour son départ, oui, c'est Au ça. Havre Gris. Allez, hop, hop, hop. Mon Dieu, allez. Nous sommes en présence de chevaliers ici, et de grandes gens. Aragorn et ses chevaliers, ainsi que les gens de Lorien et de Fonconde, sont alors prêts à monter à cheval. Faramir et Imraïl restent à Edoras, ainsi que Arwen, faisant... Tu m'étonnes. Ça s'est pas très bien passé la veille, Non, donc... Ah bah tu vas partir tout seul vers Moi, le je nord. rentre à Minas Tirith. Oh, mais allez, chérie. Encore à cause de cette histoire hier à table. Arwen faisant ses adieux à ses frères, personne n'étant témoin de sa dernière rencontre avec Elrond, son père, car ils montent dans les collines et s'y entretiennent longtemps avant de cruelles séparations, car elle doit durer au-delà des fins du monde. Je peux aussi m'imaginer que cette espèce de dernière discussion un peu plus loin, là, où en fait elle se fait juste engueuler ou reprendre, je sais pas pourquoi, mais... Ah mais non, mais là c'est les adieux d'un père à une fille. oui, bien sûr, mais je sais pas. C'est vrai que c'est triste finalement. Et là ils ont, ouais, c'est vraiment les adieux. Pour lui, ça marque la mort de sa fille en fait. Ouais, Il la reverra clairement. plus jamais. Oui, il y a vraiment au-delà de la fin du monde, parce qu'en plus, est-ce que Arwen aura le droit de retourner à Mendos, en fait Oui, je crois qu'elle ira à Mandos en mourant, Ouais, mais elle n'ira pas en Valinor, ça c'est sûr. ouais. Donc elle sera dans les cavernes à jamais, ouais. les halles de Mandos. Enfin, avant le départ des hôtes, Éomer et Éowyn vont trouver Merry et lui disent « Adieu maintenant, Mériadoc de la Comté et grand échanson de la marche, que la bonne fortune couronne votre chevauché et revenez vite vers notre bienvenue. » Éomer s'indigne quand même que Merry se refuse à tout présent, mais Éowyn lui offre malgré tout un corps ancien, petit mais d'un habile travail, en argent avec un baudrier vert. Des artisans y ont gravé de rapides cavaliers chevauchant en une ligne qui s'enroule de l'extrémité jusqu'à la bouche, et ils portent des runes d'une grande vertu. « C'est un bien de notre maison, dit Éowyn. Il fut fait par les nains, et il vient du trésor de Scata le Vert. Éorle le jeune le rapporta du nord. Celui qui en sonnera dans le besoin inspirera la peur au cœur de ses ennemis et la joie à celui de ses amis, et ils l'entendront et viendront à lui. Merry prend alors le corps, qu'il ne peut refuser, et il baise la main d'Éowyn. Ils s'étreignent, et c'est ainsi qu'ils se séparent, pour cette fois.
On avait déjà parlé de ce corps. Ouais. Quand on avait parlé de l'histoire du Rohan, on avait déjà mentionné ce corps qui était passé à travers plusieurs personnages et qu'on avait déjà dit à l'époque qu'on le retrouverait en fin de récit lorsque Éowyn le transmettrait à Merry. Et il va encore réapparaître, ce corps, dans quelques chapitres juste avant la fin. Nous l'entendrons sonner dans une région qui nous manque beaucoup et qui nous est familière. Encore un chapitre et demi, pour au moins retourner à cette région. Peu de temps après, la compagnie s'en va enfin et arrive rapidement au gouffre de Helm. Elle y reste 2 jours et Legolas tient alors la promesse qu'il avait faite à Gimli en l'accompagnant aux cavernes scintillantes. En sortant, il ne trouve pas les mots pour en parler, mais refusant de s'avouer vaincu par Gimli, il insiste une nouvelle fois pour aller visiter Fangorn afin de rétablir le compte. Parce qu'il a été fort impressionné et il ne veut pas évidemment se faire impressionner par un nain, alors que le nain ne se fait pas impressionner par lui. Après le gouffre de Helm, la compagnie avance vers Isengard. Elle découvre le travail des Ents. Tout le cercle de pierre a été abattu et retiré, transformant le terrain à l'intérieur en un jardin plein de vergers et d'arbres traversés par un ruisseau. Au centre, la tour d'Orthanc s'élève encore. Les voyageurs s'asseyent un moment à l'endroit où se dressait auparavant la vieille porte de l'Isengard. Maintenant, il y a simplement 2 grands arbres semblables à des sentinelles à l'entrée d'un chemin bordé de verre qui se dirige vers Orthanc. Bientôt, une voix se fait entendre, un hum-hum familier, et Sylvebarbe apparaît en descendant le chemin à grands pas avec un vif sorbier à ses côtés. Il les accueille joyeusement, mais se tourne rapidement vers Gandalf pour lui demander pourquoi ils viennent ici. Gandalf répond simplement qu'ils viennent voir son travail et le remercier pour tout ce qui a été accompli. Sylvebarbe admet qu'il y a eu beaucoup à faire, pas seulement enfermer Saruman, mais aussi repousser de nombreux orques. Lent affirme que sans leur présence, les orques auraient envahi la Lothlórien et se seraient dirigés vers le sud, menaçant le roi des prairies et privant le peuple de son territoire. Alors ça, j'ai eu du mal beaucoup à comprendre ce passage parce que Sylvebarbe parle un peu... il parle du roi de la prairie, il dit qu'il y a eu beaucoup d'orques et que sans eux, ça aurait été vraiment l'enfer. En fait, ce qu'il veut dire à ce moment-là, c'est pas qu'ils ont empêché qu'ils envahissent la Lothlórien. En fait, la Lothlórien a été attaquée, elle a été gardée par Galadriel et Celeborn. Et ils ont, eux, empêché qu'il y ait la destruction de la Lothlórien. Une invasion. Et puis une partie de ces orques sont descendus vers le sud, vers le Rohan, et c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés sur les Ents qui les ont massacrés. Mais sans les Ents, à ce moment-là, en fait, il y aurait eu des légions d'orques qui seraient arrivées dans le Rohan par le nord. Ce qui aurait fait que, probablement, avant que l'armée du Rohan arrive à Minas Tirith, il se serait fait attaquer par des groupes armés d'orques conséquents, ce qui aurait pu détruire leur armée, ou alors au moins les endommager très fort et empêcher la charge héroïque qui a permis au Gondor aussi de garder Minas Tirith. Donc c'est ce que dit Sylvebarbe à ce moment-là. On se rappelle qu'à partir de la bataille du gouffre de Helm, ils sont partis en vitesse jusqu'à Minas Tirith en passant à peine par Edoras. Je ne suis même pas sûr qu'ils y passent. Ils y passent, mais très vite, mais juste récupérer des hommes. Ouais. Et donc on se souvient dans tout ce moment où en fait ce n'est que quelques jours d'un trajet acharné, et surtout qu'ici ils ont fait ce trajet, ils ont fait Minas Tirith à Edoras en 15 jours je crois. Non, plus vite que ça. Non, au retour ici. Ah, pour venir ramener le corps du roi. Donc ils ont fait ça en 6 jours à l'aller, depuis le gouffre de Helm qui est encore beaucoup plus loin. Donc ils ont vraiment tracé à peine dormi, pour en plus aller se combattre après. Et là au retour, ils mettent seulement 15 jours pour Minas Tirith à Edoras et ils repartent encore à Orthanc, qui remettent encore plusieurs jours. Donc ils ont vraiment mis 3 à 4 fois plus de temps. Ouais. Mais dans ce trajet, on se souvient que y avait beaucoup de maréchaux qui étaient partis justement du côté d'Orthanc se battre, que Gandalf avait été rechercher plein de compagnies, et il y avait beaucoup d'échauffourées, hein. On parlait de ces tas d'or qui avaient été ensevelis. Ah, mais justement, d'ailleurs, on en parlait à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, il passait à côté d'endroits où les orques avaient été... Et que les Huorn avaient justement... On n'avait pas ça. Non, il passait à côté d'endroits où des Uruk-hai avaient été enterrés. Oui, c'est ça. Et Mais parce qu'il y a aussi des choses où il y a un passage comme ça qui est dit que
Oui, il y a des Huorns qui se La baladent. nuit, il voit des choses bouger, Oui, tout à comme des espèces d'énormes ombres. Ouais. Donc il y a eu de ça aussi, quoi. Donc, Bah oui, on se souvient, oui, on avait parlé de ce pouvoir des Huorns justement, qui était capable de devenir invisible, et même, ouais. mais complètement, genre qu'on ne les voit plus du Et c'est tout. ça, ouais. Et c'est assez particulier comme des ombres. Donc là, ce qui est dit par les Ents, je termine juste là-dessus, mais c'est un énorme throwback à ce qu'on a eu il y a 10 Ouais. chapitres et qu'on a déjà vécu, mais d'une autre vision, quoi. Oui, D'un c'est autre point ça. de vue. Ah, mais c'est vrai, c'est possible que ces ombres qu'il voyait, c'était justement le travail des Ents et des Huorns pour empêcher ces troupes d'attaquer le rang. Parce qu'effectivement. C'était une partie des combats un peu plus au sud d'Ortank, parce qu'il y a aussi, je suppose, c'est les Ents à Ortank qui se sont battus, mais on a eu un sneak peek à ce combat, quoi. Oui, tout à fait. Et donc effectivement, il y a eu beaucoup à faire. Et Aragorn affirme que ses exploits sont connus et ne seront jamais oubliés à Minas Tirith et non plus à Edoras. Bon, jamais est un mot trop long, même pour moi. Tant que dureront vos royaumes, voulez-vous dire, mais ils devront durer longtemps, certes, pour que cela paraisse longtemps à des Ents. Le nouvel âge commence, répond Gandalf. Et en cet âge, il se pourrait bien que les royaumes des hommes durent plus longtemps que vous, Fangorn, mon ami. Il appelle Fangorn parce que c'est son vrai nom, hein. Il a donné le nom à la forêt. Mhm. Mais allons, dites-moi une chose. Qu'en est-il de la tâche que je vous avais confiée ? Comment va Saruman ? N'en a-t-il pas encore assez d'Ortank ? Car je ne pense pas qu'à son gré vous ayez amélioré la vue de ses fenêtres. Sylvebarbe fixe sur Gandalf un long regard, et tournant légèrement autour du pot, il avoue finalement que Saruman n'est plus dans la tour. Pas parce qu'il s'est évadé, mais simplement parce que Sylvebarbe l'a relâché. Lent avoue qu'une semaine auparavant, il a décidé de laisser partir le vieux magicien et son espèce de serviteur rampant, car il lui semblait que les choses avaient changé et qu'il n'avait plus de raison de le garder captif. Dépossédé de toutes ses forces, que pourrait encore faire Saruman ? Gandalf ne semble pas plus perturbé par cette nouvelle. Il affirme simplement que malgré le fait que Saruman n'ait plus aucune arme, il lui reste sa voix. Il rajoute qu'il pense que c'est grâce à cette voix que Sylvebarbe a fait preuve de tant de clémence. Mais la tour d'Ortank revient maintenant au roi auquel elle appartient, encore qu'il n'en ait peut-être aucun besoin, conclut Gandalf. Nous verrons cela plus tard, dit Aragorn, mais je donnerai toute cette vallée aux Ents pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, tant qu'ils surveillent Ortank et s'assurent que personne n'y pénètre sans mon autorisation. Elle est fermée à clé, dit Sylvebarbe. J'ai obligé Saruman à la fermer et à me remettre les clés. Vif Sorbier les a. Ce dernier remet alors 2 grandes clés noires de forme compliquée à Aragorn. Et maintenant, je vous remercie encore une fois, dit Aragorn, et je vous dis adieu. Puisse votre forêt croître de nouveau en paix. Quand cette vallée sera remplie, il y aura de la place à revendre à l'ouest des montagnes, où vous vous promenâtes un jour il y a bien longtemps. Les forêts peuvent croître et les bois s'étendre, mais non les Ents. Ils n'ont pas de rejetons, dit Sylvebarbe tristement. Aragorn lui assure alors qu'il y a peut-être plus d'espoir dans leur recherche d'Ents femelles, puisque des terres ont été ouvertes à l'est, des terres qui longtemps ont été fermées. Mais Sylvebarbe affirme que c'est trop loin, qu'il y a bien trop d'hommes par là de nos jours. Et puis, changeant de sujet subitement, il demande à la compagnie s'il désire un raccourci vers la forêt de Fangorn. Tout le monde répond que non, hormis Légolas. « Allons, Gimli, dit l'elfe. Avec la permission de Fangorn, je vais aller visiter les profondeurs de la forêt d'Ent et voir des arbres que l'on ne trouve nulle part ailleurs en terre du milieu. Vous m'accompagnerez et tiendrez votre parole. Nous regagnerons ainsi ensemble nos propres pays de la forêt noire et d'au-delà. » Gimli acquiesce alors, encore que sans grand plaisir. Voici donc enfin venue la fin de la communauté, dit Aragorn. J'espère cependant que vous reviendrez bientôt dans mon pays avec l'aide que vous avez promise. Nous viendrons si nos seigneurs le permettent, dit Gimli. Eh bien, adieu, mes hobbits. Vous devriez arriver en toute sécurité chez vous à présent, et je n'aurai pas d'insomnie par crainte de danger pour vous. Nous vous enverrons un message quand nous le pourrons, et certains d'entre nous pourront encore se rencontrer de temps à autre, mais je crains que nous ne soyons plus jamais réunis tous ensemble. Sylvebarbe fait alors aussi ses adieux et s'incline profondément face à Galadriel et Celeborn. « Il y a bien longtemps que nous nous sommes rencontrés parmi les arbres ou les pierres.
Il est triste que nous nous rencontrions ainsi à la fin, car le monde est en mutation. Je le sens dans l'eau, je le sens dans la terre, et je le sens dans l'air. » Phrase évidemment reprise dans les films par Galadriel elle-même dans l'intro de la communauté de l'anneau. « Je ne pense pas que nous nous rencontrerons de nouveau. » « Je ne sais pas, aîné, répond Celeborn. Pas en terre du milieu, ni avant que les terres qui sont sous les flots ne soient remontées. Nous pourrons alors nous rencontrer au printemps dans les saules de Tazarinan. Adieu, dit Galadriel. » Voilà un adieu de Galadriel à Sylvebarbe qui fait écho à la fin des temps. Alors c'est intéressant, à la fin. Donc elle lui dit qu'ils ne se reverront plus en terre du milieu, puisque bon, elle va partir en Valinor et Sylvebarbe va rester là. Et puis il va sûrement disparaître ou se transformer en arbre, mais ils pourront peut-être se revoir quand les terres qui sont sous les flots ne soient remontées. Ils pourront alors se rencontrer au printemps dans les saules de Tazarinan. Alors ça, Tazarinan, c'est une région, une ancienne région du Beleriand, donc ces terres qui sont effectivement sous les flots actuellement. Remonter lors de la fin et qui vont peut-être remonter. Alors on sait qu'à la fin des temps, donc Ilúvatar refera Arda complètement, comme plus belle que ne l'a jamais été Valinor. Hein. Il est dit que ce sera encore plus magnifique, plus flamboyant, plus beau. Donc probablement qu'il fera remonter toutes les terres qui ont été englouties jusqu'à présent. Et c'est ce à quoi fait allusion Galadriel. Donc peut-être qu'ils se reverront à la fin des temps. Alors c'est marrant parce que normalement les elfes ne doivent pas faire partie de ce monde d'après la fin des temps, puisqu'ils ne... Voilà, c'est leur destin de soit rester en Valinor, soit il est dit que même... On n'est même pas sûr que Valinor restera après la fin des temps, puisqu'il est dit que tout sera refait, et donc Valinor peut-être disparaîtra avec les elfes, tout simplement. Et puis le monde sera un monde paradisiaque pour les hommes. Mais elle lui dit quand même qu'ils pourront peut-être se revoir à ce moment-là. Donc, Et il y a une annonciation ici, je pense, du début des temps aussi. Je pense qu'il parle qu'ils se voyaient justement. Oui, alors Sylvebarbe, effectivement, lui fait référence à ça. Ouais. Ils se sont rencontrés parmi les arbres et les pierres, donc effectivement avant que Galadriel n'atteigne Valinor, quand elle était encore dans la grande migration. Hein. Donc on le rappelle aussi, les trois âges, hein. Il y a le premier âge qui fait plus ou moins 500 ans, le deuxième plus ou moins 2900 je crois, et le troisième ici on vient d'avoir 3000 ans. Ouais. Mais on a les années des arbres et les années des lampes avant, et qui sont théorisées de faire chacune des années entre 7,5 ou 144 ans. Ouais, très long. Donc on parle dans tous les cas de plusieurs dizaines de milliers d'années. Enfin, du coup, quand je parle du moment où ils se sont rencontrés là, au tout début, c'est vraiment il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, quoi. Donc, c'est sûr. Hey, salut, ça va? Ouais, tu te souviens de moi? On s'était vu en soirée. Ouais, quand ça? Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Ah ouais, cool. Donc, c'est bon de se rappeler. Des êtres illustres. Et je voulais juste revenir, avant de continuer, aussi sur cette mention de Saruman qui s'est échappé et qui... même pas échappé en fait, qui est parti. Voilà. Qu'on a libéré carrément. Hein. Je trouve ça fou, l'indulgence qu'ils ont quand même. Puis on verra plus tard dans le chapitre peut-être une autre indulgence où ils font vraiment curieusement preuve. Donc ça, oui, clairement. Ouais. Mais Gandalf le dira, ce serpent a probablement encore un croc et du venin à donner. Donc, Saruman a été ému par les mots d'Éowyn. Il les a entendus au loin avec son palantir. Et ce qu'elle disait à propos de cette cage dans laquelle elle avait peur d'être enfermée, ça a résonné en lui. Et il s'est dit, eh bien moi aussi, qu'est-ce que je fais dans cette cage d'Orthanc avec mon fidèle Grima, main de velours? Je vais sortir, je n'en peux plus. Je vais implorer la clémence de Barbebois. J'ai attrapé mon livre juste pour discuter encore de cette petite traduction, mais moi, notre cher Barbe ici s'appelle Barbebois. Je ne retrouve pas le nom de l'autre End qui est à côté de lui, mais Sorbier. Ça restera Sylvebarbe, excusez-moi. Du coup, non, mais c'est pour ça que je voulais en parler. Moi, à la lecture, j'étais en mode, ouh là 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 là, franchement. Barbebois. Si vous lisez une édition qui dit Barbebois actuellement, je vous conseille d'aller vite racheter. Non, parce que après, je travaille avec l'autre, celle qu'on a là, quand on est sur ordinateur, mais ici, dans la lecture, à chaque fois, je suis en mode, quand je revois ces noms... Pour un peu nuancer par rapport à ça, il y a une auditrice qui nous a demandé il n'y a pas longtemps ce qu'on pensait de certaines éditions, pas forcément par rapport à la traduction, mais par rapport aux nouvelles éditions, où il y a des éditions illustrées, etc., qui sont sorties. Mais
Maintenant, effectivement, toutes les éditions qui sortent sont dans la nouvelle traduction. Et c'est vrai que pour nuancer un peu par rapport à ça, c'est vrai qu'au début, on avait déjà dit, et puis qu'on n'était pas très fan des nouvelles traductions, surtout par rapport aux noms. Et ça, je le maintiens, les noms, je les trouve vraiment de plus bonne facture dans la première traduction. Maintenant, c'est vrai que, force est de constater, parce que là, j'ai beaucoup travaillé dans les nouvelles traductions ces derniers temps, force est de constater que la narration est quand même plutôt agréable dans les nouvelles traductions. Et ça, quand même, il y a un beau travail qui a été fait dans les tournures de phrases. Oui, clairement. On en avait déjà parlé, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus agréable. On avait même travaillé au tout début avec le PDF du premier livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait trouvé un PDF au tout début qui était probablement dans la première traduction. Ouais, mais c'était un peu étrange. Mais on hésitait même à savoir si c'était pas une troisième autre traduction, tellement c'était alambiqué. Ouais. Et que ça ne ressemblait à rien. C'est comment l'autre? Ici on a Daniel Lozon, mais la première traduction, je sais plus. En tout cas, ça ne ressemblait Ledoux. Ah oui, ça ne ressemblait même pas à la traduction de Ledoux. Et c'était vraiment très alambiqué. Donc faites attention à ce que vous trouvez comme livre à mettre sur les Kindle et les liseuses, etc. Ouais. Il doit y avoir des trucs un peu chelous. Un peu étrange, ouais. Mais oui, déjà que moi je le conseillerais 1000 fois de le lire en anglais. Évidemment, on n'a pas tous les compétences, mais déjà que j'aurais voulu, ça aurait été plus simple pour tout le monde que les noms soient en tout cas gardés et pas tous traduits à outrance comme ça. Mais en plus de ça, avoir changé les noms entre deux, tu vois, de ne pas avoir repris, je trouve ça quand même un raté de la part des gens, parce que je vois pas trop le sens que ça a déjà en fait on traduit quelque chose, imagine il y a une troisième traduction dans X années et maintenant on se retrouve avec 3 sets de noms en français alors qu'il y a déjà 37 noms en anglais en elfique, etc. Je trouve ça vraiment très malvenu, soit. Après ces mots, donc ces adieux à Celeborn et Galadriel, Sylvebarbe se tourne vers Merry et Pipin et d'un regard plus gai leur fait ses adieux. Mais avant de partir, il leur propose un dernier bol d'eau, proposition que les hobbits ne peuvent refuser. Il les emmène alors à l'ombre d'un des arbres où ils trouvent un grand pot de pierre et 3 bols déjà préparés. Et ils boivent alors goulûment, évidemment. Enfin, Sylvebarbe se tourne vers toute la compagnie, agitant ses grandes mains et s'en va parmi les arbres. Donc Merry et Pipin qui ont droit à une dernière lampée d'eau qui va encore les faire grandir. Hein. Je ne sais pas quelle taille ils vont atteindre, mais ils vont commencer à faire tâche quand même à la compter. Hein. Adoptant une allure plus rapide, les voyageurs se dirigent ensuite vers la trouée du Rohan et Aragorn prend enfin congé d'eux, à l'endroit même où Pipin avait regardé dans la pierre d'Orthanc. Les hobbits ont beaucoup de peine de cette séparation car Aragorn ne leur a jamais fait défaut et il a été leur guide à travers maints périls. « Ah, je voudrais bien avoir une pierre dans laquelle voir tous nos amis, dit Pipin, et pouvoir leur parler de loin. » Il n'en reste plus qu'une d'utilisable, répond Aragorn, car vous ne souhaiteriez pas voir ce que vous montrerait la pierre de Minas Tirith. Mais la pierre d'Orthanc, le roi la gardera pour voir ce qui se passe dans son royaume et ce que font ses serviteurs, car ne l'oubliez pas, Peregrine Took, vous êtes un chevalier de Gondor, et je ne vous libère pas de votre service. Vous partez maintenant en permission, mais je puis vous rappeler. Et n'oubliez pas, cher ami de la comté, que mon royaume est aussi situé dans le nord, et j'irai là-bas quelques jours. Alors, petite mention des pierres, il reste 2 pierres, la pierre d'Orthanc et puis la pierre de Minas Tirith qui appartenait à Denethor. Et alors il dit à Pipin qu'il n'aimerait pas regarder dedans parce qu'il n'aimerait pas voir ce qu'il verrait. Qu'est-ce qu'il verrait? Alors on sait qu'elle était entre guillemets reliée à celle que possédait Sauron, puisque Denethor discutait, enfin en tout cas discutait presque avec Sauron, en tout cas avait des infos de Sauron et voyait ce qui se passait là-bas. Donc qu'est-ce qu'il verrait maintenant? Est-ce que cette pierre a été corrompue par toutes ces visions? Et d'ailleurs, est-ce que où est la pierre de Sauron? Elle a été perdue, je suppose. Elle a été détruite. Elle a été prise dans l'effondrement de la tour. Donc elle doit être peut-être dans les profondeurs du monde, je ne sais pas. Peut-être qu'est-ce qui verrait peut-être les créatures qui se trouvent en bas, les créatures du fond là. Ah ouais, si la pierre est tombée. Il pourrait aussi voir, n'oublions pas, à différents moments du temps, il peut voir dans le temps aussi, il pourrait voir dans le passé des choses terribles que Sauron aurait faites, peut-être. Des choses que les hommes auraient faites aussi, et des visions d'horreur que Sauron aurait envoyées à Denethor pour manipuler son esprit, qui peuvent être encore présentes d'une certaine façon dans la pierre. Mais il y a encore du mal qui est possible en Terre du Milieu, hein. Le mal ne disparaît jamais, donc il y a encore des choses horribles à voir. Oui, mais cette pierre, la pierre de... Pourquoi dans celle-là précisément? Alors peut-être moi ça fait sûrement allusion parce qu'elle était en connexion avec l'autre pierre de Sauron. Mais alors,
L'autre pierre de Sauron, c'est vrai qu'on disait que c'est du matériel indestructible, hein. Les pierres, elles sont quasiment impétables, donc même si elle a été prise dans les décombres, elle est toujours en pleine, donc elle est peut-être au fin fond du monde, je ne sais pas où. Moi j'imagine, tu sais, ça fait un peu comme les caméras qui sont dans le fond de la mer, où tu vois des gros poissons là, qui posent leur tête, tu regarderais dedans, tu verrais juste en gros plan un poisson un peu avec la tête déformée comme ça. Mais c'est Non, vrai je sais que pas, je me c'est demande. intéressant de se dire que les 7 pierres sont techniquement encore... parce qu'on dit qu'elles ont été perdues, mais c'est vrai on n'a jamais dit qu'elles ont été détruites. On n'avait pas Et, évoqué l'idée qu'il y en avait potentiellement une à Minas Morgul aussi. C'est la grosse récupérée d'Osgiliath. Non, je pense que celle de Minas Morgul, c'est celle... Ah, non, je pense que celle de Minas Morgul, c'est celle qui finit chez Sauron, tout D'accord. simplement. Ah oui, bien Parce sûr, que- bien sûr. Bah oui, Parce que Minas Morgul n'est pas encore nettoyé totalement et Oui, les oui. hommes ne peuvent pas encore y pénétrer, Non, donc il y a non. encore aussi une magie maléfique qui rôde encore là-bas. C'est le genre de choses Oui, aussi mais... qui pourrait être visible avec cette pierre à Minas Tirith. Ouais, mais la pierre de Sauron a été récupérée à Morgul, fatalement. La grosse d'Osgiliath avait été perdue dans la chute d'Osgiliath, Ouais, je elle crois. avait été cassée. Mais- je sais plus. Mais justement, est-ce qu'elle a été perdue ou cassée? La question que je me pose, c'est est-ce qu'en fait, il y a encore moyen, en effet, pour Aragorn, en tout cas, peut-être pas trouver. aux autres, Aragorn ayant un pouvoir supérieur via son sang, on l'avait expliqué, Oui, que les descendants d'Elros avaient plus de pouvoir. Pas les retrouver, parce qu'à mon avis, si elles sont perdues, elles sont vraiment perdues. Mais en fait, d'avoir encore les pierres à disposition, tu sais, quand il regarde dedans, apparemment, il arrive dans un espèce d'espace avec les 7 pierres, et il peut aller... On n'avait pas expliqué ça? Non. Pas qu'il Non. arrive physiquement, hein, mais que quand il Non, prend non, la c'est pierre, pas ça, il peut... Non, on avait expliqué que tout ce qu'on savait, on savait pas trop, mais qu'il y avait des théories comme quoi... Enfin, Tolkien avait expliqué à un moment qu'il devait les mettre dans certaines directions Oui, ça, oui. pour les voir, mais non, il n'y avait pas de truc où il voyait les 7 pierres, non, non. Il n'y a pas dans un espace mental où il arrive à se diriger? Non. Je me demande Non, si on ça avait n'a pas... jamais été décrit par Tolkien, non. Ok, c'est peut-être moi Peut-être qui me trompe. mais des fantasmes de certaines personnes, mais... Non, mais je parle de quelque chose qu'on aurait lu. Ah non, non, pas du tout. Mais soit, du coup, techniquement, c'est vrai que si tu orientes la pierre, tu as 360 degrés autour de toi, tu t'orientes un peu dans un sens, Ouais. tu pourrais techniquement te mettre en contact avec des pierres perdues, Ouais, mais, peut-être. et voir que du noir, je ne dis pas, mais... Ou alors il verrait... J'imagine Aragorn avec un des deux Palantirs devant son lit avec Arwen pour se filmer dans des choses Non, mais Julien... très éloignées de l'esprit catho de Tolkien. Mais Pipin, ne regardez peut-être pas dans l'autre Palantir, surtout entre minuit et 3h du matin, je vous le déconseille Ou fortement. alors, justement, regardez, entre minuit et 3h du matin. Non, ils vont encore se prendre des douleurs et lâcher la pierre. Je pourrais peut-être vous rappeler, car vous êtes un officier du Gondor. Pipin. Bon, ma foi... Apportez ma grappe de raisin. et ma petite tomate. Bon, Aragorn prend ensuite congé de Celeborn et de Galadriel et s'éloigne. Le soleil se couche quand, après un moment, la compagnie regarde en arrière et voit le roi de l'Ouest à cheval, entouré de ses chevaliers, le soleil descendant, brillant sur eux, transformant tout leur harnachement en or rouge, et le manteau blanc d'Aragorn flamboie. Aragorn prend la pierre verte qu'il élève et un feu vert jaillit de sa main. Donc la pierre verte, la pierre Elessar, cette fameuse pierre en forme d'oiseau, dont on a parlé plus tôt dans l'épisode. Bientôt, la compagnie diminuée, suivant Lisen, tourne vers l'ouest et passe par la trouée dans les terres incultes d'au-delà. Puis elle se dirige vers le nord et franchit les frontières du pays de Dain. Les habitants s'enfuient, se cachent, craignant les elfes, mais les voyageurs n'y prêtent pas attention et ils poursuivent leur chemin à loisir, montant leur tente quand ils le veulent. Le 6e jour après leur séparation d'avec le roi, la compagnie traverse une forêt qui descend le long des collines au pied des monts brumeux. Comme ils ressortent en terrain découvert au coucher du soleil, ils rattrapent un vieillard, appuyé sur un bâton. Il est vêtu de haillons gris ou d'un blanc sale, et sur ses talons va un autre mendiant, qui traîne le pas en gémissant. « Ça alors, Saruman, où allez-vous ? Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Voulez-vous encore ordonner mes allées et venues, et n'êtes-vous pas satisfait de ma ruine ? Vous connaissez les réponses. Non. Et non. Mais en tout cas, mon labeur tire maintenant à sa fin. Le roi a repris le fardeau. Si vous aviez attendu à Orthanc, vous l'auriez vu, et il vous aurait montré sagesse et miséricorde. Raison de plus pour être parti plus tôt.
Je ne désire de lui ni l'une ni l'autre. En fait, si vous voulez une réponse à votre première question, je cherche un chemin de sortie de son royaume. Dans ce cas, vous allez encore du mauvais côté, et je ne vois aucun espoir dans votre voyage. Mais dédaignerez-vous notre aide? Car nous vous l'offrons. Ne me souriez pas. Je préfère vos froncements de sourcils. Quant à la dame ici présente, je ne lui fais aucune confiance. Elle m'a toujours haï et elle a intrigué en votre faveur. Je ne doute pas qu'elle vous ait amené par ici pour se repaître de ma pauvreté. Eussé-je été averti de votre présence, je vous aurais refusé ce plaisir. Saruman, dit Galadriel, nous avons d'autres buts que de vous rechercher. Dites plutôt que c'est la bonne fortune qui vous a rattrapé, car vous avez maintenant une dernière chance. Si c'est vraiment la dernière, je suis content. Cela m'évitera la peine de la refuser encore. Tous mes espoirs sont ruinés, mais je ne désire pas partager les vôtres. Allez-vous-en! Ce n'est pas pour rien que j'ai longuement étudié ces questions. Vous vous êtes condamné, et vous le savez, et j'aurai quelque réconfort dans mon errance, à penser que vous avez abattu votre propre maison en détruisant la mienne. Et maintenant, quel navire vous fera franchir à nouveau une si vaste mer, Ce sera un navire gris et plein de spectres. Il rit, mais sa voix est fêlée et affreuse. Lève-toi, idiot! Saruman frappe de son bâton à un autre mendiant qui s'était assis par terre. Demi-tour! Si ces gens suivent notre route, nous en prendrons une autre. Avance, ou je ne te donnerai pas de croûtons pour ton souper. Le mendiant se retourne et s'en va, le dos courbé. Pauvre vieux Grima, toujours battu et maudit, que je le déteste, que je voudrais pouvoir le quitter. Gandalf l'invite à le faire. Mais Langue de Serpent se contente de lui lancer un regard de ses yeux larmoyants, emplis de terreur, puis se glisse vivement derrière Saruman. Le pauvre Grima dans sa relation toxique avec un pervers narcissique. Ah, j'aimerais tellement le quitter, mais je n'y arrive pas. C'est horrible en vrai, le pauvre. C'est horrible, ouais. Et encore une fois, cette possibilité de rédemption qui est offerte à Saruman, qui ne sera pas la dernière, mais qui serait considérée comme la dernière de base, en tout cas par Galadriel. Saruman a une chance de se repentir et de pouvoir rester en Terre du Milieu. Mais il ne la saisit pas, toujours pas. Et Grima non plus. Et Grima non plus d'ailleurs. D'autant plus que c'est amusant de rappeler évidemment ce caractère orgueilleux de Saruman, qui, comme on l'avait évoqué quand on parlait des Maillards, des Valar, que Saruman avait dès cette origine-là en fait des griefs vis-à-vis de Gandalf, à qui on avait confié une mission. L'anneau, etc., que Saruman souhaitait pour lui, en fait. Oui, que d'ailleurs, il l'a reçu parce que Gandalf a refusé, et qu'il n'a fait que prendre une moindre partie. Et Saruman a toujours été jaloux de Gandalf par rapport à cela. Oui, ça se ressent... c'est ce qu'il dit à Galadriel, et ça c'est très vite... D'ailleurs, c'est ce qu'il a déjà dit, ou c'est ce qu'il va dire après, que justement, il n'a pas Galadriel non plus, il pensait qu'il... Parce que Galadriel c'est ce qu'il vient de aimait dire. bien Gandalf, et il y a tous voilà, cette jalousie, quoi. Et qui a été bien, je trouve que c'est probablement ce passage, et bien d'autres aussi, mais qui ont été repris pour les scènes du Hobbit. On sent déjà c'est un peu cette tension. Oui, c'est vrai. En passant près de la compagnie, la misérable paire arrive au Hobbit, et Saruman s'arrête pour braquer ses yeux sur eux. Ainsi, vous êtes venus vous repaître aussi, vous. Vous vous moquez bien de ce qui manque à un mendiant, hein? Car vous avez tout ce qu'il vous faut. De la nourriture, des beaux vêtements, et la meilleure herbe pour vos pipes. Oh oui, je sais d'où elle vient. Vous n'en donneriez pas une pipée, non? Bien, je le ferais si j'en avais, dit Frodon. Vous pouvez avoir ce qu'il m'en reste, si vous attendez un moment, dit Merry. Il met pied à terre pour fouiller dans le sac accroché à sa selle. Puis il tend à Saruman une blague de cuir. Prenez ce qu'il y a, cela provient des épaves de l'Isengard. Oui, mais je l'ai payé cher. Ce n'est qu'un remboursement symbolique, car vous en avez pris davantage, je gage. Mais un mendiant doit être reconnaissant quand un voleur lui rend même une bribe de ce qui lui appartient. Enfin, ce sera bien fait si à votre tour, vous trouvez les choses dans le quartier sud moins bonnes que vous ne l'aimeriez. Puisse votre pays manquer longtemps d'herbe. Eh bien, merci. Dans ce cas, je reprendrai ma blague, qui n'est pas à vous et qui a longtemps voyagé avec moi. Enveloppez l'herbe dans un chiffon à vous. Saruman tourne le dos à Merry, donne un coup de pied à Langue de Serpent et s'en va vers la forêt. Ça alors, dit Pipin. Voleur en vérité. Et que dirions-nous pour les guet-apens, les blessures, les traînages par des orques à travers le Rohan? Je n'ai pas goûté son allusion au quartier sud, dit Sam. Il est temps de rentrer. Frodon est d'accord, mais ils ne peuvent aller plus vite et il doit d'abord passer par Foncombe pour voir Bilbon. Hélas, pour Saruman, Gandalf n'a guère d'espoir. Il s'est complètement flétri, mais il pourrait encore faire quelques mauvais coups. C'est rigolo, hein. D'un coup, ce rapport change.
je les trouve tellement indulgents, je le disais juste avant, mais là, il croise quand même le mec qui a massacré une partie du Rohan, effectivement, Pipin le dit à ce moment-là, et qui a traîné Merry et Pipin, qui a fait traîner Merry et Pipin par des orques, qui a tué Boromir, un des plus grands amis de Merry et Pipin. Je veux dire, c'est vraiment la haine, il pourrait être complètement envahi de cette haine et de cette colère contre ce gars, et il n'en est cure, quoi. Il y a rien. Ils sont juste là, ah, mais tu veux un peu de tabac, tiens, mais ça va, oh, il est chiant quand même. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, des guet-apens, et de la fois où il a tué notre pote, oh là là. D'un coup, tout est... C'est marrant, c'est comme s'il y avait un retour, je trouve, dans cette partie du livre et de l'histoire. Vous savez, au début, on a commencé sur un côté très conte pour enfants, très gentillet, avec ces animaux qui parlent, avec ce renard qui parle dans la forêt, un truc très... même Très féerique. le jardinier qui tient tête à un Nazgûl, en mode oh, toto, le jardinier de contes de fées, vraiment un truc très féerique. Puis on est passé, avec beaucoup de chansons, puis on est passé dans un moment beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur, beaucoup plus... vraiment tragique, hein, à la fin, avec Frodon et Sam qui vont jusqu'à la montagne, c'est tragique, ça parle de la mort, c'est vraiment difficile, tous ces moments où ils risquent leur vie face à des orques horribles et vraiment violents. Qui s'entretuent entre eux, et c'est la bataille partout, le sang. Là, on repasse, j'ai l'impression qu'on refait un bond dans le monde, maintenant que c'est fini, dans un monde beaucoup plus enfantin, où même le méchant devient un vieillard qui passe comme une vieille sorcière un peu des contes de fées et qui peste un peu, et eux où ils sont là, oh ma chère sorcière, va te tenir, qui sont de te tenir un peu de tabac. C'est vraiment, c'est vraiment curieux, je trouve. C'est l'image que ça donne, d'autant plus que c'est un retour, mais nous allons le voir très prochainement dans 2 chapitres, que ce n'est pas un retour à l'ancienne, que tout a changé et que malgré cette apparente naïveté ou ils sont cléments, hein, les hobbits ont gagné en maturité et ils sont aussi un peu pris de cet esprit chrétien de miséricorde, mais ils ne sont plus les hobbits qu'ils étaient à l'époque et ils vont pouvoir montrer leur bravoure et on ne revient pas à ce qui était au début du récit. Sûr. Il y a eu un gros changement, même si effectivement ici on pourrait se dire qu'on revient à quelque chose de très gentil et sans conséquence. Mais oui, moi je trouve ça vachement... Mais il n'en est rien. Ouais, mais quand même curieux, quoi. Alors effectivement, tu le dis, l'esprit de miséricorde, on en a déjà parlé. Alors c'est encore une fois incarné à ce moment-là, la possibilité de rédemption qui est donnée de multiples fois. Et puis, ils n'ont aucune rancœur, ils ne sont pas du tout atteints par ce péché. Ils ont le pardon vraiment qui fait partie de leur nature à ce moment-là. Mais quand même, ça paraît tellement gros. Puis Sam n'est pas dupe pour autant, il sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Et que le fait de parler du quartier sud n'est pas forcément anodin et qu'il est temps de rentrer, car maintenant il commence à presque avoir peur. Il se dit attends, là c'est trop beau pour être vrai, il y a quand même une couille dans le pâté là, ça ne va pas. Et surtout que Sam a eu ses visions par le passé, et donc il a en tête quelque chose qu'on apprendra plus tard, sur lequel on reviendra plus tard dans le chapitre d'après, je pense. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas complètement aveugles et sans connaissance de ce qui pourrait se tramer. Le lendemain, ils poursuivent leur route dans le nord du pays de Dain, où ne demeure plus d'hommes. Bien que ce soit une région verdoyante et agréable. Septembre vient avec ses jours dorés et ses nuits argentées, et ils chevauchent tranquillement jusqu'au moment où ils atteignent la rivière des Cygnes. Ils passent en Erégion et progressent jusqu'à arriver près des portes de la Moria. Ils s'attardent là 1 semaine, car le moment approche pour une nouvelle séparation. Celeborn, Galadriel et les leurs ne vont pas tarder à tourner vers l'est pour franchir la porte du Rubicorne, descendre l'escalier des rigoles sombres et gagner ainsi le cours d'argent et leur pays. Ils ont suivi jusque-là les routes de l'ouest, car ils ont maints sujets d'entretien avec Elrond et avec Gandalf, et ils prolongent encore là la conversation avec leurs amis. Souvent, bien après que les hobbits soient plongés dans leur sommeil, ils restent assis ensemble sous les étoiles, à se rappeler les temps passés et toutes leurs joies et les peines dans le monde, ou à tenir conseil au sujet des jours à venir. Si quelques voyageurs passaient par là, ils ne verraient ni n'entendraient grand-chose, et il lui semblerait seulement voir des formes grises, sculptées dans la pierre, car ils ne bougeaient ni ne parlaient oralement, se regardant d'esprit à esprit, et seuls leurs yeux remuaient et s'allumaient dans le va-et-vient de leurs pensées. Mais tout finit par être dit, et ils se séparent de nouveau pour quelque temps, jusqu'à ce que le moment soit venu pour les 3 anneaux de cesser d'être. Donc on est bien d'accord là qu'on a je pense qu'on l'avait déjà eu, mais c'est beaucoup utilisé dans les films, mais
qui sont à 4 et qui parlent uniquement par télépathie. Tout à fait. C'est quand même stylé, quoi. Entre Même détenteurs Elrond, d'anneaux. ouais. Ouais. Mais est-ce que Elrond avait ce pouvoir de base là? Est-ce que tous les elfes l'ont? Est-ce que Elrond l'avait, étant un demi-elfe? Je sais pas, moi ça m'a posé plein de questions, et en même temps, voilà, on nous dit que c'est quand même 4, enfin un Maya et 3 elfes des plus grands, on va dire, en tout cas ceux qui sont en terre du milieu, et Il semblerait que ce soit entre autres lié aux facultés de l'anneau qu'ils aux portent anneaux, chacun. ouais, potentiellement. Ouais. Stylé. Et stylé aussi de savoir que s'ils ont encore les anneaux, bon là ils disent clairement que les anneaux vont partir, c'est un peu leurs derniers instants, mais Mhm. l'anneau unique a quand même été détruit, et si c'est dû aux facultés de l'anneau... Après bon, c'est 3 anneaux qui ont justement été forgés... Alors le pouvoir des anneaux s'efface en tout cas. Ouais, mais ils ont été forgés comme les voilà, elfes vont s'effacer. en cachette de Sauron, donc voilà, je peux comprendre, mais en tout cas, ouais, intéressant, je trouve ce passage. Disparaissant rapidement parmi les pierres et les ombres, les gens de Lorien en manteau gris chevauchent en direction des montagnes, et ceux qui vont à Foncombe restent assis sur la colline pour regarder, jusqu'au moment où un éclair jaillit de la brume grandissante, et puis ils ne voient plus rien. Frodon sait alors que Galadriel a élevé son anneau en signe d'adieu, et Sam se dit qu'il aimerait tant revoir la Laurienne une dernière fois. Ils arrivent enfin un soir par-dessus les Hautes-Landes, soudainement, comme il le paraît toujours aux voyageurs, au bord de la profonde vallée de Foncombe, et ils voient loin en contrebas briller les lampes dans la maison d'Elrond. Ils descendent, traversent le pont et arrivent aux portes. Toute la maison est emplie de lumière et de chants pour la joie du retour d'Elrond. Le premier soin des hobbits, avant de manger, de se laver ou même de retirer leur manteau, est de se mettre à la recherche de Bilbon. Ils le trouvent seul dans sa petite chambre. Des papiers, des plumes et des crayons traînent partout, et Bilbon est assis dans un fauteuil devant un petit feu clair. Il paraît si vieux, paisible et somnolent. « Tiens, vous voilà revenu. Oh, demain c'est mon anniversaire. Que vous êtes donc malin. Je vais avoir 129 ans. Et dans un an, si je suis encore en vie, j'égalerai le vieux Touk. J'aimerais bien le surpasser, mais on verra. » Après la célébration de l'anniversaire de Bilbon, les 4 hobbits demeurent quelques jours à Foncombe, et ils restent beaucoup avec leur vieil ami, qui passe à présent la plupart de son temps dans sa chambre, hormis pour les repas. À ceci, il est en général très ponctuel, et il manque rarement de se réveiller à temps pour y assister. Assis autour du feu, ils lui racontent à tour de rôle tout ce qu'ils peuvent de leur voyage et de leurs aventures. Au début, il fait mine de prendre quelques notes, mais il s'endort souvent. La seule partie qui semble réellement exciter son intérêt est le couronnement et le mariage d'Aragorn. Bien qu'invité aux noces, il s'est aperçu qu'il avait trop à faire ici, notamment avec les préparatifs du voyage. Après une quinzaine de jours environ, Frodon fait ses adieux à Bilbon et part. Le temps est encore calme et beau, après l'un des plus magnifiques étés de mémoire d'homme. Il y a encore un long chemin à parcourir, et Frodon sent, tout comme Sam, qu'il est temps de regagner la comté. Ils partiront le lendemain, et Gandalf les accompagnera. Ils souhaiteraient parler à Poire de Beurré. Dans la soirée, ils font leurs adieux à Bilbon. « Eh bien, si vous devez partir, il le faut bien, je le regrette. Vous me manquerez en tout cas, c'est bon de vous savoir simplement, de savoir que vous êtes là. Mais je commence à avoir grand sommeil. » Il donne alors à Frodon sa cotte de mithril et d'art, oubliant qu'il l'avait déjà fait. Il leur donne aussi 3 livres de tradition qu'il a composés à différentes époques et qui portent sur leur dos rouge l'inscription « Traduction de l'elfique par Bilbon Saquet ». Et là, dans ce passage-là, il est écrit normalement avec son écriture traditionnelle en pâte de mouche. Est-ce que Bilbon est connu pour écrire mal, ou Je sais pas. il est mimeux pour moi avec son écriture en pâte de mouche? C'est que ça devait être fait mention quand il avait donné, quand on l'avait vu écrire plus tôt au précédent passage à Foncombe de Frodon, Ouais. où il écrivait beaucoup, et puis peut-être en comté également aussi. Mm. Ou peut-être qu'il en était fait mention dans le Hobbit, ça j'avoue que Je sais pas, ça m'intriguait, je me demandais, parce que ça me donne quand même une image différente d'avoir ce Bilbon lettré qui écrit des livres, et puis qu'en fait ces livres sont tout mal écrits. À Sam, Bilbon donne un petit sac d'or, la dernière goutte de la cuvée de Smaug, qui pourrait l'aider s'il souhaite se marier, comme lui suggère Bilbon d'un bon petit coup de coude. Pour Merry et Pipin, il leur offre de bons conseils, et aussi 2 belles pipes à bouquins de perles montées en argent et finement ciselées. « Pensez à moi quand vous les fumerez. Les elfes les ont faites pour moi, mais je ne fume plus. » Puis il s'assoupit un moment, et quand il se réveille, il dit
Où en étions-nous ? Ah oui, à donner des cadeaux, bien sûr. Et cela me rappelle, qu'est-il advenu de mon anneau, celui que tu avais emporté, Frodon ? Je l'ai perdu, mon très cher Bilbon. Je m'en suis débarrassé, vous savez bien. Oh, quel dommage. J'aurais tant aimé le revoir une dernière fois. Mais non, que suis-je bête ? Tu es parti pour t'en débarrasser, n'est-ce pas ? Et puis il marmonne quelque chose avant de chantonner. La route se poursuit sans fin, descendant de la porte où elle commença. Maintenant loin en avant s'est poursuivie la route, que d'autres la suivent, qui le pourront. Qu'un nouveau voyage il commence, moi enfin les pieds là. Vers l'auberge éclairée je me tournerai pour trouver mon repos du soir. Et Bilbon s'endort, les hobbits le regardent en silence. Son visage est souriant. Il reste un moment assis en silence, puis Sam dit doucement « Je ne pense pas qu'il ait beaucoup écrit durant notre absence, monsieur Frodon. Il n'écrira plus jamais notre histoire à présent. » Je deviens somnolent, voyez-vous. Et quand j'ai le temps d'écrire, je n'aime vraiment écrire que de la poésie. Frodon, mon cher, cela t'ennuierait de mettre un peu d'ordre dans tout cela avant de partir ? Rassemble toutes mes notes et tous mes papiers, mon journal, emporte-les. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le choix, l'arrangement et tout cela. Fais-toi aider par Sam, tiens. Et quand tu auras mis les choses en forme, reviens et je le reverrai. Je ne serai pas critique. Frodon accepte et promet de retrouver son oncle. Content, il s'endort pour de bon. Le lendemain, Gandalf et les hobbits prennent congé de Bilbon dans sa chambre car il fait froid dehors, puis disent adieu à Elrond et à toute sa maison. Comme Frodon se tient sur le seuil, Elrond lui souhaite un bon voyage, le bénit et lui dit « Je crois, Frodon, que vous n'aurez pas besoin de revenir, à moins que ce ne soit très bientôt. Vers cette époque de l'année, quand les feuilles sont dorées avant leur chute, cherchez Bilbon dans les bois de la comté. Je serai avec lui. » Nul autre n'entend ces mots, et Frodon les garde pour lui. Petite pensée à Merry qui quand même, je pense que Théoden lui avait dit de penser à lui à chaque fois qu'il fumerait ce bon tabac, et que maintenant il y a Bilbon qui lui dit aussi de penser à lui avec à chaque fois qu'il fumera une pipe. Je pense qu'à chaque fois qu'il va s'allumer sa pipe, genre 10 fois par jour, alors je pense un peu à Théoden. Il va avoir des flashbacks du Vietnam à chaque fois qu'il tirera sur sa pipe. Je pense à Théoden, je pense à Bilbon, je pense... Ouais. Enfin bon voilà, c'est ce chapitre de grand voyage, de couronnement, de fiançailles. Et qui porte bien son titre de nombreuses séparations, car elles sont nombreuses en effet. Elles sont nombreuses, de funérailles, de séparations encore avec Bilbon, avec Aragorn, avec Celebrimbor et Galadriel, avec Elrond. Le dernier qui reste en fait c'est Gandalf maintenant, qui est avec la compagnie. Et puis la séparation entre Saruman, Grima et les Ents, oui, qui s'entendaient si bien, ils se sont quittés en bons termes. Mais donc voilà, c'est vrai que au final, petit chapitre de transition, comme on dit parfois, petit chapitre un peu de prologue, enfin d'épilogue, pardon, ouais. Mais avec beaucoup d'événements. Ici, pour le coup, c'est pas juste il tourne à droite dans les bois, il tourne à gauche au petit chemin. Assez intense, en effet. Legolas et Gimli sont partis. Aragorn aussi, voilà. Nous allons nous retrouver, on le verra au prochain chapitre, ils le diront. Avec la compagnie de base, avec les héros qui étaient partis au tout début de cette aventure. Voilà. Ouais, un peu de mélancolie là quand même. Et oui, nous arrivons à la fin. Désolé les amis. Et en parlant de fin, c'est aussi la fin de cet épisode. Hein. Bon, il faut bien que ça s'achève. On pourrait essayer de le prolonger à l'infini comme ce podcast. Mais bon, les choses doivent se finir un jour, je vous le promets. Et eh bien, la semaine prochaine, on se retrouvera pour encore une fois une petite transition, encore une fois, un petit bout du voyage en plus vers la comté. On n'arrivera pas encore à la comté, mais nous retrouverons des personnages depuis longtemps laissés en arrière, des personnages pas les moindres. Et ça nous donnera des goûts d'il y a un peu plus d'un an, presque, quand nous avions commencé ce podcast. Exactement, comme nos héros. Reportés en arrière. Comme nos héros. Il avait tout prévu, Tolkien. Un petit goût familier, un petit goût sucré, un petit goût de bière, de très bonne bière d'ailleurs. Cette analogie, c'est quand même que l'histoire
l'histoire prenne un an et qu'on ait pris plus ou moins un an. 1 an et demi là, Que, déjà. Ouais. que notre... Enfin... Tu veux savoir pourquoi, FX? Le destin. Ah, it's destiny. Non, mais oui, la mélancolie de nos personnages se répercute sur notre podcast et l'arrivée, pas tout de suite, je rassure, à la fin, pas du podcast, mais des livres en tout cas. Et je trouve ça assez mignon. Ouais. Et oui, vous avez tous fait partie de cette aventure, chers auditeurs, donc merci encore. Et puis je remercie évidemment encore tous les tipeurs, les personnes qui nous aident à faire prospérer ce podcast. Un énorme merci vraiment du fond du cœur. Et on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous passez une bonne semaine. Julien, t'as un dernier mot à dire avant de... Non, rien, juste à la semaine prochaine pour l'antépénultième épisode. J'avais envie de caser ce mot-là. C'est l'avant-avant-dernier épisode. Waouh, c'est un mot que je ne connaissais pas. Eh bien, merci pour ce petit... Je préfère quand tu cales des mots comme ça plutôt que des blagues douteuses. Hein. Allez, Je à peux la faire semaine les deux. prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut. Bonne semaine.